le vrai problème, M. Lumbala, avec les Américains, c'est que les Américains veulent tout et ne donnent pas grand-chose. Je vous fais un peu d'histoire. Ils n'ont pas abandonné leur soutien au régime rwandais, ougandais. On va y revenir. On parle d'abord de nous. Ils ne sont pas francs. Les Américains n'ont pas voulu de Patrice Emery Lumumba. Parce qu'il y avait l'uranium, notamment de Shingolobe, qui a permis de faire cette bombe qui était larguée sur Hiroshima et Nagasaki. Et ça fait gagner les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont pris le maréchal Mobutu, qui a fait les coups d'État. Ils ont recruté beaucoup de jeunes étudiants de l'époque. Il y avait dans les Bomboko, les commissaires généraux, vous vous rappelez, pour constituer la nouvelle classe zaïroise, enfin congolaise de l'indépendance, pour former ces gouvernements avec Mobutu, qui était un peu, je dirais, l'homme recruté à Bruxelles lorsqu'il était parti comme étudiant, en marge de la conférence nationale, enfin, de la table ronde. Depuis, ces recrues des Américains n'ont jamais lâché prise. Jusqu'à ce qu'en 1965, les Américains disent à Mobutu, maintenant que tu es vraiment militaire, prends les affaires en main, tu vas être le fer de lance contre le communisme. Mais Mobutu a été lâché depuis 1974. Je souligne. Lorsqu'il fait son discours aux Nations Unies, où il attaque les Juifs, il attaque les gens qui viennent pour faire la coopération, etc., on dit, il a un œil ouvert, il est parti en Chine, il a ramené l'indépendance, enfin, comme vous appelez, l'authenticité avec Mao, les Labacos, etc., n'est pas très fiable. En 1978, on lui crée les 13 parlementaires, les députés. Ngoz Carlebon décrit son fameux livre Mobutu, l'incarnation du mal, condamné à mort plus tard, etc., etc. Et Mobutu a été défenestré en 1997 en humiliation. Mais entre-temps, combien d'investissements des États-Unis chez nous? Zéro. Il y a eu un peu General Motors ici. Il y a eu un peu... les chevrons, oui. Ultramoinde, mais ils ont vendu. Oui. Même. TFM vendu aux Chinois. Oui. Comment expliquer ce contraste? Ça veut dire que de la RDC, les Américains nous prennent tout. Ils gardent que de l'influence parce que le cash doit être investi ailleurs. Est-ce que vous vous imaginez les moyens que les Américains déversent en ce moment pour lutter contre la Russie en Ukraine? S'ils versaient un dixième, depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, il y a quelque chose comme 50 milliards de dollars. Si on donne à Félix Tshisekedi seulement 1 milliard, avec un peu de matériel, parce que les Américains en ont suffisamment de matériel, on termine ce qui se passe à l'Est. Parce que Mike Hammer, vous vous rappelez Mike Hammer? Oui. Oui, il était ambassadeur, il était même sur ce plateau. Il n'a pas fait les adieux, il a dit au revoir. Oui. Il peut revenir à tout le monde. Un touriste ou un homme d'affaires, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il ne nous a pas dit? Nouveau paradigme, lui avec Herman Cohen, Félix Tshisekedi c'est notre partenaire, et Félix Tshisekedi de bonne foi a dit, Joseph Kabila était en conflit avec les Américains, avec ses Occidentaux, moi je montre ma bonne foi, ma disponibilité, etc. Sur papier, qu'est-ce qu'on donne à Félix Tshisekedi? Pas grand-chose. On envoie un peu de conseil militaire, on envoie un peu, mais pas la visite de Trump, ni la réception de Félix Tshisekedi à la Maison-Blanche pour lui rendre tous les honneurs. Biden est là depuis, pas de réception à la Maison-Blanche, une invitation, on va dire, directe pour le président de la RDC, grande puissance quand même, prend pays dans le pays, aille aux États-Unis, drapeau, etc., Maison-Blanche. Pas de visite chez nous. Blinken, c'est la première fois qu'il vient. Parce qu'il sent qu'on chasse l'ONU, oui, et l'ONU, c'est oui, sont les États-Unis. C'est ce qu'on appelle la visite circonstancielle. Ce n'était pas destiné à la RDC. D'abord, Blinken était venu, là, il a fait beaucoup de pays africains, il est rentré. Et là, cette fois-ci, quand il a senti que les Russes ont pris les bâtons de pèlerin, d'abord, ils ont
ratisser l'Afrique du Nord, l'Algérie, etc. L'Algérie, d'ailleurs, qui a pris la décision de rejoindre le BRICS, avec son gaz et son pétrole. Entre-temps, la Russie et la Chine ont décidé de créer leur fonds monétaire. Voilà, et ça donne des insomnies à la grande puissance. Et donc, Blinken vient, il passe d'abord en Afrique du Sud parce que c'est la première puissance économique du continent. Mais Ramaphosa, on sait, c'est un panafricaniste, il est dans la veine de Nelson Mandela et de Thabo Mbeki et les autres, donc ça sera difficile de l'aliéner comme ça. Bon, là, ça peut expliquer le rôle de la SADC, etc. Il va maintenant remonter chez nous aujourd'hui. Il va venir vite fait. Si vous regardez sa feuille de route, ça a été déjà dans les communiqués. On a mis tout dedans. Droits de l'homme, élections justes et transparentes et consensuelles, etc. 2023. Les droits sociaux, c'est un fourre-tout. Et quand il va venir, on va le recevoir. À la sortie, il va dire, je ne prédis pas, mais les gens qui nous suivent doivent noter ça, qui va dire, nous respectons l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. Nous appelons les pays de la sous-région à une meilleure collaboration pour que, d'une manière consensuelle, les processus de Luanda, les processus de Nairobi, les processus soient respectés de deux côtés. Nous appelons les groupes armés à cesser les hostilités. De l'hypocrisie. Et il termine, il prend son avion, il va à Kigali. Qu'est-ce qu'il va dire à Kigali? Probablement, je dis bien au conditionnel, Monsieur Kagame, vous êtes un peu notre tremplin. Vous nous aidez à alimenter nos multinationales. Il y a des usines de raffinage ici, coltan, or, etc. Il y a des usines même de fabrication de batteries. Il y a même des usines de montage de véhicules. Tout ceci, eh ben, c'est un point de passage pour nous. Nous pensions que de l'autre côté, en République démocratique du Congo, il devait y avoir une certaine stabilité, un certain leadership affirmé, etc. On sent que c'est un peu timoré. Alors, pour le moment, statu quo. Mais officiellement, nous allons vous demander de retirer, de baisser un peu le ton, retirer un peu les M23 de Bunagana. Puis, voilà. Et regardez le cinéma avec le Trésor américain. Quelqu'un, quand vous en parlez ce matin, m'a appelé et dit « Ah, M. Lumba a dit des choses pertinentes. » On sanctionne un bonhomme qui dit qu'il a fait une usine de raffinage, etc. Un Belge. Mais, avec 10 entreprises, mais impact zéro. Il y a la loi aux États-Unis qu'on appelle Dodd-Frank, aux États-Unis, votée. Interdiction des diamants dissants, des minéraux non tracés, de tout ceci. Combien de multinationales on a déjà sanctionné, comme on le fait en ce moment par rapport à la Russie, de tout ce qui provient de chez nous. Même Bill Gates, le pauvre, enfin les pauvres, les riches, pour Bill Gates, il ne répond même pas aux questions quant à ça. Combien d'officiels américains on a, par exemple, dit n'allez pas visiter les parcs de Virunga? Bill Clinton était venu il n'y a pas longtemps. Nos gorilles là, qui filent les coups de feu ici, qui vont là-bas, on les visite là-bas et ça coûte très cher. Combien de banques on a sanctionné pour tous les fonds qui transitent par le Rwanda, par l'Ouganda, par la Tanzanie, provenant de la République démocratique du Congo? Alors, on vous fait un peu, comme on dit, de la poudre aux yeux. On fait fuiter le fameux rapport. C'est-à-dire, on dit que c'est des Congolais qui étaient un peu au parfum, qui ont fait fuiter quelques pages de ce rapport. Mais dans ces rapports, M. Lumbala, on ne dit pas expressement que les sanctions doivent être prises contre le Rwanda. Rien du tout. On n'épingle pas spécialement, spécifiquement, nommément des officiels rwandais, comme on avait ici listé les gens. Sanctionner Général Olinga, les Mende Omalanga, qui encore, ils sont les Jadari et compagnie. Oui, mais comment on ne sanctionne pas des militaires qui n'avaient rien fait de significatif? Ces réseaux de criminels. Et Dieu sait combien de militaires rwandais, des officiers rwandais, ougandais, etc. ont des comptes à Dubaï, en Chine, partout. Et beaucoup font des transactions importantes.
Et donc, il ne faut pas que les Congolais s'attendent à l'arrivée d'un Messie en Israël. Un du tout. C'est tout simplement une visite circonstancielle de routine, très vite. Si on ne va pas y ajouter, nous, du lobbying, de la pression, etc., il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Quand le peuple se mobilise, Mouya a dit c'est le gouvernement responsable qui doit s'engager. Quand le peuple prend la décision de s'assumer, en fait, en réalité, ce que fait Mouya, c'est dans vous découragez le peuple, pourquoi? Non, c'est-à-dire que Mouya est un officiel. Je vous ai parlé tout à l'heure de 2 démarches. On lui met les histoires dans la bouche. Il y a la démarche officielle, il y a les démarches officieuses. Les Européens, les Occidentaux et eux-mêmes en général, comment ils fonctionnent, M. Lumbala? Même quand ils vont faire la guerre. Mais les Américains utilisent les groupes armés, ce qu'on appelle la sécurité privée, qui font des guerres un peu partout. La France, par exemple, c'est ce qu'on appelle la Légion étrangère, là. C'est des gens qui font des choses, et puis on dit, oh non, non, c'est pas l'armée française, etc. Les Russes, aujourd'hui, utilisent qui? Wagner. La plupart des groupes terroristes, si vous grattez un tout petit peu, qui les fournit en munitions, en armes, en tenues, en argent? Ce sont souvent les grandes puissances ou les multinationales, qui sont elles aussi validées par leurs puissances. Ici, chez nous, on pense que tout est officiel. Donc, ce que fait le gouvernement congolais, c'est ce qu'on doit faire à côté. Et la société civile, les forces vives n'ont pas à faire quelque chose. C'est pour ça que je dis qu'il faut que nous ayons, nous qui avons fait la stratégie, il y a toujours l'officiel et l'officieux. Vous savez, dans le film de 007, ou même Mission Impossible, il y a une phrase qui dit « On vous envoie en mission, lorsque vous êtes pris, l'État dénie même votre existence, mais quand ça marche pour vous, on vient derrière, on appuie, on dit voilà, ça fonctionnait. » Pourquoi les Occidentaux, souvent quand il y a des prises, des rebelles qui se battent quelque part, on les appelle des combattants de la liberté. Et quand ces gens-là renversent les pouvoirs en place, ils les appellent la révolution populaire. C'est parce qu'eux, ils étaient derrière. Les exemples sont les jours, les contrats, etc. Voilà. Et au Tchad, ils poussent les rebelles à signer les accords avec le gouvernement après avoir assassiné Idriss Déby, entre guillemets. Oui. Bon, le monde est... bon, je ne sais pas pourri, le monde est tel qu'il est. Le monde est tel qu'il est. Terminons avec ce qui se passe notamment aux États-Unis, un peu en Chine, avec Taïwan. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? C'est tout simplement une petite revanche des républicains sur Trump. Ils sont partis dans cet immeuble que vous connaissez en face des Nations Unies, Trump Tower. C'est là où il y a les bureaux privés de Donald Trump. Ce ne sont pas les démocrates. En ce moment, qui est au pouvoir? On parle de FBI. Celui qui est au pouvoir, c'est le démocrate Biden. Oui, Biden, oui. Oui. C'est pas une revanche des démocrates sur les républicains? Il est qui, Trump? Ancien président. Oui, mais il était de quelle républicain. Républicain. Et que Trump n'a jamais accepté qu'on lui ait volé sa victoire. Rappelez-vous la descente au Capitole. Rappelez-vous que Trump a toujours dénoncé un peu, allez, la mise en contrôle par les grandes puissances financières, mafieuses, etc., un peu au niveau de Washington. Et donc, là, c'est un peu, on l'a secoué, on a dit qu'il détenait dans ses bureaux privés des documents classifiés, etc., etc. Mais quel est cet ancien président des États-Unis qui n'a pas les secrets? Tout le monde. C'est pour ça qu'ils sont protégés à vie. Non, c'est tout simplement pour les secouer un tout petit peu. Ils ont tenté avec le fameux procès qui est en cours d'ailleurs. Là, c'est pour chercher encore des éléments. Mais la plus grande difficulté que le monde risque d'avoir, c'est la Chine et les États-Unis autour de Taïwan. Officiellement, Taïwan fait partie de la Chine. Les Américains veulent fragiliser la Chine à partir de Taïwan. À la seule différence. Ils ont échoué. Bien sûr. En Ukraine, oui, contre Moscou. Oui. Ils ne terminent pas ce front. Ils laissent Volodymyr se battre seul. Ils ont envoyé des armes fatiguées, oui, et puis incapables. Mais ils vont ouvrir un autre front en Asie et de l'autre côté là, c'est perdu pour provoquer la Chine. C'est perdu d'avance. Pourquoi? Parce que
D'abord, la plupart des armes qu'on a envoyées en Ukraine ont été détruites par Moscou. Beaucoup d'armes sont détruites, il y a quelques mercenaires là-bas. La Chine est chez elle là-bas. Les armes développées par la Chine, y compris l'arme nucléaire, c'est terrible. Aujourd'hui, la Chine a ses propres satellites, ses propres avions, son propre réseau de télécommunications. Et construit sa propre station spatiale. Bien évidemment. Et donc, l'Amérique, c'est un peu des grimaces, hein, comme dirait l'autre, à la Chine. Sur le plan économique, si la Chine dit les fonds souverains, parce que les Chinois ont beaucoup acheté aux États-Unis, ils disent voilà, maintenant nous fermons les fonds souverains qui sont dans l'économie américaine, les dollars tombent. Si la Chine, par exemple, avec la mesure d'interdire le sable, vous savez, les sables, ça veut dire les sables qu'on fait les composants électroniques, eh bien, l'économie taïwanaise tombe et l'économie occidentale tombe. Parce que tous les composants électroniques proviennent de Taïwan. La plupart des industries européennes se fournissent à Taïwan. Et s'il y a un blocus autour de Taïwan, l'économie européenne et occidentale tombe. Et si la Chine aujourd'hui, avec la Russie, avec le Brésil, avec le Nigeria, avec l'Algérie, constituent leur BRICS et leur Fonds monétaire, hommage à Omar Kadhafi qui avait déjà cette idée depuis longtemps, ça va être un peu compliqué. Parce que si vous suivez la dernière actualité en Allemagne, on commence à rationner les gaz et la population n'est pas contente pour chauffer les maisons. Jean-Marie Kessamba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Tout est dit, voilà l'importance des dessous des cartes. Comment va le monde? Vous avez eu quelques éléments de réponse. Vous comprenez que c'est âpre la guerre. On ne doit pas se laisser berner. Il faut qu'on ouvre l'œil et les bons. Nous sommes aussi des hommes. Et des hommes avec grand H ne sont pas les moindres. Nous pouvons changer le paradigme. Et c'est possible. Très bonne journée à toutes et à tous.